Je vais faire un résumé de la soirée du 11 octobre, où j'avais posé deux questions. Est-ce que nous sommes dans une sixième crise? Et j'avais amené, pour ceux que ça intéresse, il y a un lien vidéo. On a fait un montage. Patrick a eu la gentillesse de faire un montage avec moi. Et donc, on a un montage sur cette soirée avec les choses principales. Donc, si vous voulez, soit vous avez reçu le lien, soit vous me le demandez, je vous le donnerai volontiers. Et donc, la question que j'ai dite, que je répète, c'est est-ce que ces crises dans l'histoire de l'évolution, elles peuvent nous expliquer des choses, nous conseiller pour ce que nous vivons actuellement? C'est ce qui est inscrit là, tout va bien. Alors, je voudrais juste rappeler ce que j'ai dit la dernière fois de façon très brève. Dans une crise, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui meurt, on a un peu du désespoir, il y a une extinction, et c'est le principe même, il y a une extinction massive, et c'est ce qui a lieu actuellement. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a surtout une diversification et une expansion. Et c'est ça qui est le plus intéressant. D'un côté, il y a quelque chose qui meurt, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vit, et qui vit à un niveau beaucoup plus élevé que tout ce qui a eu lieu sur Terre jusqu'à ce jour. Et donc la question, c'est puisque ça s'est toujours passé comme ça dans les 5 crises précédentes, pourquoi ça se passerait différemment cette fois-ci? Vraisemblablement, il y a quelque chose qui se termine, qui se finit, et quelque chose qui va commencer. Alors je voudrais juste rappeler ce schéma parce qu'il me paraît extrêmement intéressant comme principe. Donc ce schéma, c'est... Bon, je ne suis pas sur la bonne case, voilà. Donc ça, c'est le temps. Et donc ça, c'est la crise. La crise, elle va être là. Elle est horizontale comme ça. Donc tout ça, tout ce qui est gris, là, tout ce qui est un peu marron, c'est la crise, marron clair. Le temps, c'est ça. C'est-à-dire que là, il n'y a pas encore la crise. Là, on arrive dans la crise. Là, on sort de la crise. Eh bien, vous allez avoir, en effet, dans toutes les crises précédentes, hein, c'est comme ça, vous allez avoir ce qui va s'arrêter, ce qu'on appelle les exterminés en biologie, les exterminés. Il y aura les profiteurs, donc à nous d'essayer d'apercevoir qu'est-ce que ça veut dire dans l'époque que nous vivons. Il y a les profiteurs, c'est ceux qui vont profiter de la crise, mais ils vont vivre pendant la crise, mais disparaître à la fin. Et puis il y a tous ceux qui vont traverser, donc il y a ce qu'on appelle les préadaptés, et c'est ça qui est le plus intéressant. Les généralistes écologiques, c'est les formes de vie très rustiques qui sont capables de survivre dans des conditions extrêmes, donc ça, c'est pas vraiment ce qui va porter la suite. Et puis les taxons Lazare, c'est pas très très intéressant, c'est en fait des formes de vie qui semblent disparaître et qui réapparaissent après, et en fait elles ont dû se mettre dans quelques refuges qu'on n'a pas identifiés dans les couches géologiques, et finalement on les voit réapparaître après. Ça, c'est le même schéma, mais un tout petit peu différent. C'est-à-dire que la crise, elle est là, donc c'est toujours le temps. La crise, elle est là. Et donc là, ça montre qu'en effet, il y a toute une partie qui s'arrête. Les profiteurs, alors, la partie qui va s'arrêter, c'est tout ça. Les profiteurs, c'est toute cette partie-là. Et là, il y a donc la petite partie qui va ensemencer toute la suite, tout ça, et qui va faire toute la recolonisation. Donc il y a une explosion radiative, ce qu'ils appellent une explosion radiative, et donc ce qui a fait par exemple qu'au moment de la dernière crise en date, qui a 65 millions d'années, celle qui est très connue avec les dinosaures, eh bien les dinosaures ont disparu, et tous les animaux à sang chaud qui sont issus d'une petite musaraigne, eh bien ils ont ensemencé tous les espaces et toutes les niches. Toutes les niches écologiques laissées libres par justement les dinosaures et toutes les bêtes qui ont disparu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement de la phylogénèse, donc de l'évolution, hein? Phylogénèse, c'est un mot un peu compliqué, on dirait évolution. C'est que la crise, elle sert l'évolution finalement. Même s'il y a beaucoup de laissés pour compte, on va dire, ou de morts dans les espèces, de disparition, il y a quand même quelque chose qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui va servir l'évolution et amener des formes de vie qui n'existaient pas jusque-là et qui vont permettre de faire une suite beaucoup plus radieuse que tout ce qu'il y a eu jusque-là. Qu'est-ce qui fait évoluer? C'est la pression du milieu extérieur, hein, qui force les espèces à s'adapter. Et je l'ai dit, s'adapter physiquement et psychiquement dans leur relation au monde et aux autres. Donc une obligation de s'adapter. Et les inventeurs qui vont donc être les préadaptés, hein, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh c'est ceux qui vont trouver les solutions et qui vont conquérir toutes les niches, comme je le disais. Alors brièvement, je voulais juste vous rappeler ce que les crises précédentes avaient
avait créé. Donc la première crise, elle a permis la sortie des eaux. Donc la vie était que dans l'eau. Et là, il y a eu une sortie des eaux. En deux vagues. La première crise a produit la première sortie des eaux, la deuxième sortie des eaux. Ensuite, il y a eu le passage des reptiles mammaliens, qui sont l'apparition des reptiles mammaliens, qui sont les ancêtres des mammifères, donc de nous au passage. Et puis, il y a eu, dans celle d'après, l'apparition des dinosaures et des mammifères, conjointement. C'est-à-dire que les deux types d'adaptation à la vie ont fonctionné ensemble pendant des millions d'années. Et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionnait pour comprendre d'ailleurs la crise qui a eu lieu. Et ensuite, il y a eu le passage de la dernière crise. Donc, quand les dinosaures ont disparu, les mammifères ont, comme je vous le disais, envahi toutes les niches, laissées libres, et ont conduit à l'homme. Alors là, c'est les crises, hein, c'est les 5 crises précédentes, donc on s'en fiche, c'est Ordovicien, Dévonien, Permien, il n'y a pas besoin de retenir, Trias. Et puis ça, c'est la Crétacée, ça c'est le dinosaure. Et puis le dinosaure, il s'adresse à l'extinction numéro 6, qui est la nôtre, Anthropocène, et on lui dit, en fait, vous serez les premiers à l'avoir fait exprès. Ce qui est exact. C'est-à-dire qu'aucune espèce, avant nous, n'a produit une crise d'extinction massive, donc nous, on en est responsable. Ce qui est une mauvaise et une bonne chose, quand même. Je vais vous dire pourquoi c'est bon. Et lui, il répond, oh, ça va, hein, c'est bon, voilà, critique. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a notre mot à dire. C'est-à-dire que actuellement, je pense que dans la majorité, comme je disais tout à l'heure, des cas, l'idée qu'on soit dans une crise d'extinction massive ne fait plus débat. Reportez-vous, si ça vous intéresse, à quelque chose qui est fondamental, c'est le Club de Rome avec le rapport Meadows, et puis tout ce qui a eu lieu après, qui était un rapport extrêmement sérieux d'un point de vue scientifique. Voilà, et donc, nous avons donc notre mot à dire. C'est très important, c'est-à-dire que chacun est amené à réfléchir, à dire, bon, qu'est-ce que je peux poser, moi, individuellement, par rapport à cette question qui me vient par l'ensemble des événements, mais qui me vient aussi à moi personnellement, qui vient à tous les hommes, mais aussi à tous les hommes, toutes les femmes, bien sûr, tous les humains, et également à moi. Eh bien, on peut dire qu'on pourrait essayer, à partir de ce que vient de dire la phylogénèse, d'essayer de dire, c'est quoi être préadapté? Ça veut dire quoi? Et ça va être un peu le thème d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi s'adapter à la pression du milieu extérieur? Ça veut dire quoi inventer un nouveau système? Puisque le problème est systémique, c'est plus un problème simplement de réchauffement climatique, c'est un problème beaucoup plus complexe que ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre d'Aurélien Barraud, qui s'appelle l'hypothèse K. Alors il faut presque un dictionnaire, et puis même, comme il invente des mots sans arrêt, c'est un petit peu compliqué. Donc moi j'ai sauté pas mal de mots, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant qu'un scientifique qui fait de l'astrophysique s'adresse comme ça aux chercheurs et aux sciences, et à la science, en même temps lui disant toute la responsabilité qu'elle a, et en même temps en lui disant que quand même il y a des endroits où elle marche de travers quand même. Donc il est en même temps enthousiasme pour tout ce qui est scientifique, et en même temps très on va dire, critique par rapport à la posture de la science, et en particulier de la technoscience, c'est-à-dire comme si la science était mariée à la technique, et que donc elle ne faisait qu'en fonction de la technique. Mais bon, si ça vous intéresse, il faut voir ce livre. Alors l'Anthropocène, on pourrait aussi le voir, où est-ce qu'on en est en tant qu'humain? Et j'aime bien cette phrase que j'ai trouvée dans un livre de Maurice Zindel, je crois, qui dit il y a derrière nous nos origines animales, et devant nous nos origines humaines. Et du point de vue de la phylogénèse, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'humain est quelque chose une forme de vie extrêmement récente dans toute l'histoire de l'évolution. Vous savez que quand on met l'histoire de l'évolution sur un an, et qu'on regarde quel est le temps de l'homme sur cette année, c'est-à-dire qu'on remet 4,6 milliards d'années sur un an, l'humain est apparu le 31 décembre, donc à la fin de la fin d'année, à 21h ou quelque chose comme ça. Donc on est une espèce extrêmement récente, donc vraisemblablement pas du tout finie. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour un peu évoluer et aller vers un humain qui soit réellement, qui rejoint ses vraies origines. Moi j'entends ça de la façon suivante, c'est-à-dire que nous sommes humains, mais nous n'avons pas encore fait expérience de ce que c'est qu'être humain concrètement sur Terre. Mais au fond de nous, on sait ce que c'est qu'être humain. Et on va en reparler tout à l'heure.
Et puis, je ne peux pas m'empêcher cette phrase que j'adore, parce qu'il y a quelqu'un que j'aime bien qui nous a fait chanter, qui m'a appris un peu à chanter, il nous a fait chanter ça dans le Cantique des Cantiques. Lève-toi, ma bien-aimée, et va vers toi. Eh bien, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Va vers toi, c'est-à-dire va creuser en profondeur dans ton intériorité pour rencontrer l'humain et du coup le faire émerger, parce qu'il est au fond de nous, et en faire expérience maintenant sur Terre, dans les circonstances de vie où on est. On va un peu rembobiner en arrière et se dire qu'est-ce qu'il y a à comprendre qui bug? Alors vous me direz, vous avez déjà bien réfléchi à la question, heureusement, hein, mais le comportement humain est responsable de la crise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut explorer dans cette direction-là, de comprendre comment ce comportement il marche de travers. Parce que si on comprend, on peut essayer de rectifier. Et je pense que ça, c'est des choses que vous avez déjà explorées les uns et les autres. Donc il faut identifier ce comportement et puis le rectifier, comme je disais. Et puis en même temps, s'adapter à la pression exercée par l'environnement avec tout ce qu'on sait actuellement et qu'on avait vu la dernière fois, la dernière soirée, avec le problème du climat, le problème des ressources, le problème de la pollution, etc. Bon, tout ce que j'ai noté là, de la surpopulation, et puis tout le contexte social et politique, et puis finalement le pouvoir financier de quelques-uns qui détiennent le monde et qui peuvent tout faire bouger à partir de la bourse et des choses qui font beaucoup de mal dans le monde. Alors, du coup, le comportement en question, le comportement humain en question, quels sont les éléments de ce comportement qui sont pathologiques et graves? Donc, quels sont les éléments du comportement humain qui sont pour vous pathologiques et graves? Et quelles en sont les conséquences de ce comportement? Alors, le comportement humain en question. Donc, je vous invite vivement à écouter Sébastien Boer, qui est vraiment un neurobiologiste très très intéressant. Moi, j'ai écouté plusieurs petites vidéos de lui. Et c'est quelqu'un qui a en même temps participé avec Jean Covici à une bande dessinée qui s'appelait Un monde sans fin, qui est très intéressant à lire, même s'il y a des choses où on ne peut pas être d'accord, mais il y a toute une partie qui est très intéressante à méditer, à réfléchir. Et donc Sébastien Boer, dans une des visios qu'il a fait, il explique qu'en fait que l'humain a un ego surdimensionné, ce qui ne vous étonnera pas, je pense, globalement, qui se croit tout puissant, complexe de toute puissance, donc c'est déjà, d'un point de vue psychique, une maladie en soi. Et puis il est très apte à la manipulation, et de plus en plus, il a une absence d'empathie. Il n'a pas la capacité à percevoir la douleur de l'autre. Et c'est une maladie, là aussi psychiatrique, très grave, mais qui se répand comme si ça devenait presque beaucoup plus banal que ce que c'était dans le temps. Et avec, ça c'est assez évident à voir, une irresponsabilité à se projeter dans le futur. C'est-à-dire qu'on ne croit pas ce qu'on sait. Parce que si on y croyait, on ferait quelque chose. Donc on sait que la température augmente, on sait qu'il y a une extinction massive, mais finalement, on continue à vivre, je dis au niveau de l'ensemble de la Terre, on vit avec les mêmes critères, avec les mêmes dangers. Là, on a beau dire, faire croire qu'on va baisser la température, elle ne baisse pas du tout, il n'y a rien qui marche vraiment, ou très très peu. Et là, il faut surtout se détourner des médias habituels qui, eux, vous trouvent toujours le moyen de raconter l'histoire d'une certaine façon. Il faut toujours essayer de trouver les bonnes données, les données d'origine, les données scientifiques, pour se faire une idée des choses, et pas croire qu'à travers 2-3 écoutes d'émissions télé, on va pouvoir se faire une idée. Et ça me paraît quelque chose de compliqué, finalement. Trouver les bonnes données, les bonnes datas, c'est compliqué. Voilà, donc c'est une caractéristique du psychopathe, hein, ça. Donc ça veut dire que globalement, le grand corps humain est pathologiquement, psychiquement, gravement malade. Alors juste pour la petite histoire qui va peut-être pas trop... c'est qu'en fait, en médecine, on nous apprend que autant la névrose, ça se soigne, la psychose, ça ne se soigne pas. Donc, jusque-là, maintenant, on ne dit plus tout à fait ça. Mais on pensait que la psychose, ça ne se soignait pas et qu'il fallait donc les enfermer. Donc ça voudrait qu'il faudrait enfermer l'humanité pour qu'elle arrête de faire ses conneries. Donc voilà, c'est une petite boutade, mais ça mérite de réflexion. Donc, docteur, est-ce que ça se soigne? Ben oui, je ne sais pas, on va voir, peut-être.
c'est les éléments du comportement humain, ils touchent, selon beaucoup d'auteurs, et j'adhère totalement à cette idée, c'est un problème de relation à soi, de relation aux autres et de relation à la Terre et tout ce qu'elle porte. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre, que Abdenour Bidar, il appelle ça les trois liens. C'est pas le seul à parler de ces trois liens, la relation à soi, donc aux autres. Et moi, je vais développer surtout ce soir la relation à soi. Et j'expliquerai pourquoi. Donc, docteur, est-ce que ça se soigne? Ça dépend que de toi. Mon ami, j'ai rajouté quand même. Ça dépend de nous, en fait. C'est-à-dire que faire l'effort d'être préadapté, c'est un choix. C'est aujourd'hui un choix, libre de chaque humain, de dire, bon, ben, il faut que j'aille un peu voir en fond de moi, un peu ces trois critères, et voir dans la profondeur, pas dans la superficie, où on est tous des gentils, on est tous ce qu'il faut, mais aller voir vraiment dans la profondeur, exactement, de plus en plus profond, creuser de plus en plus profond. Et donc, je vais surtout développer la relation à soi. En fait, on croit se connaître, mais quand on explore quand on a le courage d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, on voit que nous sommes pour nous-mêmes une très grande inconnue. Mais je pense que la très bonne nouvelle que j'ai vue arriver petit à petit, c'est qu'il y a de plus en plus des approches très importantes qui arrivent et qui permettent de creuser à l'intérieur de soi. Donc l'important, c'est de se relier à soi, au soi profond, ce que dans différentes traditions on appelle de façon très différente le self, le soi, l'âme et conscience, l'étincelle divine pour les chrétiens, l'atma, voilà. Moi, je vais surtout m'intéresser à quelque chose que je trouve, dont je vous disais il y a 2 secondes, quelque chose qui est en train d'arriver et qui me paraît très important, c'est non seulement des approches qui permettent d'aller assez vite en profondeur, si on le décide et si on a le courage, et en plus qui relie la dimension spirituelle à la dimension psychologique. C'est-à-dire qu'on a souvent, pendant très longtemps, il y avait la dimension psychologique, une frontière et la dimension spirituelle. Et moi, j'ai toujours en même temps compris cette différenciation qui peut s'expliquer, qui n'est pas illogique, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était arbitraire, comme quand on sépare le corps de l'esprit, comme si les deux n'étaient pas en interaction, alors qu'on sait très bien en médecine que le corps et l'esprit sont en intimité profonde, et que c'est un artifice de séparer les deux qui permet peut-être d'explorer, mais qui dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il y a de plus en plus d'approches, depuis déjà maintenant des dizaines d'années, d'approches qui relient les deux dimensions, et c'est un peu de ça que je vais vous parler. Donc ces approches, il y a, les noms ne sont pas très importants, je vais vous dire, il y a l'IFS, donc Internal Family System. Je vous en parlerai un peu plus que les autres, parce que celle-là, c'est une que je connais un peu quand même, ou même pas mal, puisque j'ai fait une formation et je m'en sers beaucoup personnellement. L'approche centrée solution, c'est quelque chose de très intéressant, que je ne vais pas pratiquer, que je ne connais pas très bien, mais je vous invite vivement à vous y intéresser, parce que c'est très déroutant au départ comme approche, mais c'est très intéressant. Mais j'en parlerai aussi un petit peu. Et puis il y a quelque chose qui est plus intégré dans la société, c'est les compétences psychosociales, je vous en dirai un mot. Et puis ce que j'ai découvert, moi, en cherchant, en fouinant, c'est ce que j'appelle, moi, les approches directes. Et je vous en dirai aussi un petit mot. Et puis en dernier, je vous parlerai de l'approche par le rêve, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis très très longtemps, depuis maintenant 15 ans. Et donc les rêves comptent énormément dans tout ce que nous faisons, dans toute l'approche pour aller vers ce soi profond. Et je vous en dirai aussi quelques mots. Donc, mon ami, tu n'as que l'embarras du choix. Mon ami, mes amis, avec des E, des S et tout ce que vous voulez, on n'a que l'embarras du choix. Et donc, je vais commencer par l'IFS, donc Internal Family System. Très rapidement, c'est un Américain qui a découvert ça. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'il soit américain, c'est que c'est une personne qui avait une qualité pour moi, c'est qu'il avait en même temps une très grande connaissance de la psychologie et en même temps beaucoup d'humilité. Et c'est très important parce que dans toutes les patients et les patientes qui suivaient, il a été dérouté par certaines choses qui se passaient, et au lieu d'essayer de ramener à son cadre, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et il s'est rendu compte qu'en fait,
le psychisme, contrairement à ce qu'on pensait, le psychisme n'est pas monobloc. Pendant très longtemps, on a pensé que voilà, le psychisme, c'est mon psychisme, il est comme ça, c'est un bloc. Et lui, il a découvert qu'en fait, il a mis en exergue, parce que ce n'est pas le premier à en parler, hein, mais il a vraiment poussé les choses pour montrer qu'en fait, on n'était pas du tout monobloc, mais qu'il y avait une véritable famille, ce que d'autres ont développé, hein, c'est pas le premier, c'est pas le seul à parler de ça, qu'il y avait une véritable famille à l'intérieur de nous, et que cette famille, elle était quelquefois en colère les uns contre les autres, que c'était une espèce de guerre intérieure. Ça se manifeste par exemple quand vous dites ah, je veux aller vers là-bas, ah mais non, je ne vais pas y aller, les paroles qui sont opposées, tout ça, ça parle de ça. Mais la première chose, c'est que donc le psychisme n'est pas monobloc. Il y a donc en nous des parties au discours différents, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire des parties qui disent quelque chose et d'autres parties qui disent autre chose. Et surtout, il y a au centre le soi profond. Et ça, je trouvais ça assez extraordinaire de se rendre compte, à travers une approche au départ psychologique, qu'au fond de nous, il y avait cette chose dont toutes les traditions parlent, qui est ce que nous sommes en vérité, ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes depuis toujours, que nous serons toujours, qui est inaltérable, mais qui va, pour des raisons de trauma, être un petit peu à l'écart et ne plus conduire notre vie. Donc, pour l'IFS, il y a toutes les parties, et là je fais très très vite parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, mais il y a les parties, et il y a qui ont des discours différents, le plus souvent, quelquefois concordants, quelquefois différents, ça va dépendre. Et puis il y a surtout le soi profond. On en parlera un petit peu. Donc les parties, eh bien, c'est les différents aspects de notre personnalité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les mêmes dans différentes circonstances, parce qu'il y a des parties de notre personnalité qui vont s'exprimer à des endroits et pas à d'autres. C'est bien évident que là, il y a des parties de ma personnalité bonnes ou difficiles qui s'expriment et qui ne s'expriment pas dans d'autres circonstances. Voilà. Et pour chacun de nous, c'est pareil. Et en fait, ces parties, si on veut les repérer en soi, eh bien, elles se manifestent par nos pensées. Il y a plein de canaux, mais il y a nos pensées. Il y a les images, les émotions, les sensations du corps, les impulsions. Toutes ces choses, tout ce qu'on va manifester à travers notre corps parle des parties. Et donc, comme je le disais, ben ces parties, elles peuvent être en alliance, être d'accord ensemble pour faire quelque chose. Elles peuvent être en désaccord complet. C'est non, mais là, ne dis rien parce que tu vas en ramasser une. Et puis à la fin, une autre qui va dire non, mais maintenant il y en a marre, à force de te faire marcher dessus, allez, vas-y, va à fond, quoi. Donc, vous voyez, en fonction, il y a des discours différents et puis quelquefois des alliances. Il y a même des polarisations, donc avec les choses très très opposées. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que ces parties, elles disent ça parce qu'il y a eu à un moment un trauma et qu'elles essaient de protéger du trauma. C'est-à-dire que le trauma, c'est quelque chose qui a été mis dans la profondeur de nos êtres parce que c'est des choses extrêmement douloureuses. C'est très intéressant à étudier, d'ailleurs, les traumas généraux et les traumas personnels. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc de savoir que ça a été mis de côté tout au fond et qu'il y a toute une partie du psychisme qui sont venus pour empêcher qu'on approche de ces traumas, pour empêcher de réactiver la douleur. Et quand elle est réactivée, il y a d'autres parties qui arrivent, alors quelquefois plus costauds, qui en IFS s'appellent les pompiers. Ils viennent pour éteindre le feu. Quand vraiment ça ne va plus, il y a des parties qui arrivent et qui sont très très fortes pour arrêter le feu, mais qui sont un peu violentes. Quand on arrête un feu, ben, la maison elle n'est pas tout à fait en état après. Hein. Et donc ces parties, elles sont là pour protéger. Donc, une chose intéressante, c'est qu'elles ont fixé leur comportement en fonction de l'âge qu'on avait quand il y a eu le trauma, et elles croient qu'on a toujours le même âge. C'est assez sidérant, mais les gens qui ont fait de l'IFS, au départ, comme ça, on dit, oh, quand même. Mais tous ceux qui ont fait de l'IFS avec moi, ou bien avec des grands spécialistes, parce que moi je ne suis pas un grand spécialiste quand même du tout, ils sont scotchés, il y a des gens dans la salle que je connais qui ont fait cette expérience de scotcher, de voir à quel point quand on demande à la partie, parce qu'on s'adresse directement avec elle, quel âge tu crois que j'ai, elle va dire, bon, j'ai 4 ans, quoi. Et ben, j'ai eu 4 ans, mais je vais te montrer qu'il y a eu d'autres expériences depuis, que peut-être il faudra actualiser ta connaissance de moi au fait que j'ai plus 4 ans, quoi. Voilà. Donc, si on continue dans ce cap, là, si on garde ce cap, elles veulent toutes le meilleur pour nous. Puisqu'elles cherchent à nous proposer de trauma, c'est qu'elles veulent nous protéger, elles veulent
toutes quelque chose de bon pour nous. Il n'y en a aucune qui nous veut du mal. Elles sont donc protectrices de blessures, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais parfois elles ont, par rapport à l'actualité de notre vie, une mauvaise façon de proposer une solution. La solution qu'elles proposent n'est pas toujours adaptée, et quelquefois même pas du tout adaptée, ben, ce qui fait que du coup ça grince un peu, quoi. Pas une bonne façon de s'y prendre, j'avais écrit. Ce qui me paraît très intéressant, et là c'est là où ça rejoint, comme je disais tout à l'heure, l'exploration psychique rejoint le chemin spirituel, le chemin d'évolution, parce que spirituel, pour moi, je peux dire évolution. C'est-à-dire, la phylogénèse dit que la vie spirituelle existe, puisqu'elle dit, nous sommes à un point et nous allons à un autre point. La vie spirituelle, c'est ça. C'est-à-dire, je suis là et je vais là-bas. Et pas dire, j'ai fini, je suis le roi du monde, j'ai compris, je suis humain, j'ai tout exprimé de mon humanité. Non, ça, c'est un rêve. Un rêve vers lequel nous allons. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plusieurs noms, le self, le soi profond, l'atma, etc. Bon. Le self, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en a un. Et c'est le siège de la conscience. C'est-à-dire que même la pire personne a un self, a quelque chose de pur en elle, quelque chose qui est sa vraie nature, et qui peut-être ne s'exprime pas dans l'instant, mais qui est sa vraie nature. Et c'est souvent, justement, les parties sont venues pour essayer de protéger le petit enfant, l'enfant, l'adolescent des traumatismes, et du coup, le self s'est trouvé un peu mis de côté, comme je disais tout à l'heure. Mais lui, dans son intention, il y a toujours une intention d'harmonie, de connexion, de vérité, de guérison. Et du coup, je vous ai mis la liste des qualités du self selon l'IFS, et vous allez voir qu'on retrouve toutes les qualités qui sont décrites dans toutes les traditions concernant la conscience et l'évolution vers laquelle l'homme devrait aller. Et donc, je pense que c'est lisible. Donc, il y a la compassion, ce qui manque furieusement, je vous ai dit, à l'époque actuelle et aux humains actuellement, le courage, la confiance, la créativité, l'artiste, la clarté, le calme, la connexion, la curiosité. Voilà, bon. C'est une liste qui ne se veut pas exhaustive, mais qui permet de se faire un petit peu une idée de ce que c'est le soi profond. Donc le but de l'IFS, c'est libérer les parties dont on a parlé tout à l'heure de leur fardeau, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus... Je vais vous raconter ça un peu autrement. Dans un livre que j'ai écrit, quand j'ai écrit le livre sur la naissance et le passage de la vie intra-utérine à la naissance et à la vie sur Terre, la vie avec les humains, j'ai fait une comparaison, j'ai dit, à l'époque, il y a plusieurs années maintenant, j'ai dit, ben voilà, je vous propose une image. L'image, c'est... Il y a un être qui arrive, on pourrait appeler le self, le soi profond. Il arrive et il a un vaisseau d'exploration du temps et de l'espace humain qui s'appelle le corps. Donc il y a un pilote avec un programme. Le pilote, il a toujours un programme, il sait ce qu'il doit faire. Un vaisseau d'exploration. Et puis une interface qui est le psychisme, le computer, qui lui va lui permettre d'interagir avec la structure, le corps, et puis de le faire se comporter de façon adéquate par rapport au plan de vol. Et donc, cette image, pour moi, elle est vraiment parlante par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que ce pilote, c'est ce que vraiment nous sommes en vérité avec son programme. Et toutes les parties du psychisme étaient faites au départ pour aider le pilote à faire son programme sur Terre. Et c'était parfaitement organisé. Ce qui a mis un peu du désordre là-dedans, c'est qu'il y a une grande immaturité sur Terre, je pense que vous en êtes convaincus, et donc il y a eu énormément de traumatismes, et ces traumatismes ont mis en péril la structure, le corps, c'est-à-dire aussi bien l'équilibre physique que psychique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et en particulier à travers les traumatismes. Et donc, les parties se sont dit, bon, je le dis à ma façon, elles se sont dit, bon, le programme, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est qu'ils ne perdent pas la boule et qu'ils restent en vie, physiquement. Donc, nous, on va s'occuper de ça, parce que le soi profond, lui, il se sent immortel, il a tout son temps, il est toute patience, il a toutes ces qualités-là, et lui, il n'est pas apte à faire ça. Donc nous, là, on va prendre les choses en main, parce qu'autrement, ça va mal se passer.
Et dans mon esprit, on ne peut pas leur dire qu'elles ont tort. Parce que s'il n'y a plus le vaisseau d'exploration, il n'y a plus possibilité d'expérience. Donc leur réflexion n'est pas forcément idiote. Je ne sais pas ce qu'en pense vraiment l'IFS, je n'ai pas discuté avec ça, mais moi je trouve que c'est pas si mal foutu que ça. Mais bref, elles n'ont plus totalement fait confiance au soi profond, ce qui fait que les humains ont beaucoup de mal maintenant, même si tout le monde a un soi profond, à exprimer ce soi profond, parce que toutes les parties viennent leur dire, une bonne partie viennent leur dire, non, écoute, là, laisse tomber, c'est pas le moment, pour l'instant, il faut aller survivre parmi ce monde de fous, donc on va essayer juste de survivre. Maintenant, je vais vous parler de l'approche centrée solution. Alors, l'approche centrée solution, c'est un peu déroutant quand on s'intéresse beaucoup à la psychologie, parce qu'ils disent, on ne va pas s'occuper du problème, on ne va pas s'occuper des traumatismes. Ils disent pas on s'en fout, mais moi je traduis comme ça. Alors, au début, on dit, les mecs, quand même, je viens de vous parler de l'IFS et tout, qu'est-ce que vous faites avec ce truc là, c'est pas possible ça, il y a les traumas, ils sont là. Et en fait, quand on rentre dans leur approche, on s'aperçoit et qu'on essaye, on s'aperçoit que c'est pas si éloigné de ça, éloigné que ça, d'une approche qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que l'approche centrée solution, elle s'occupe du but. Elle va tout axer sur le but. Et parler d'un problème, à partir du moment où il y a un problème, c'est que pour l'approche centrée solution, il y a une solution. Et la solution, elle est bien évidemment dans l'être qui vient avec ce problème. Et l'être, ça c'est des choses basiques et maintenant dans toutes les approches, c'est qu'il est souverain et c'est lui qui détient la solution. Depuis Carl Rogers, maintenant, on sait bien qu'il n'y a plus de psy qui sait et puis celui en dessous qui ne sait pas. C'est celui qui arrive qui sait la solution pour lui. Et c'est lui qui va la trouver. Et l'accompagnement est juste une espèce de catalyseur qui permet de mettre en mouvement quelque chose qui est à l'intérieur de l'être. Donc pour eux, parler du problème, c'est faire exister la solution. Et ce que souhaite la personne, c'est ce que j'ai écrit, est aussi important que le problème. Et même ce qu'elle souhaite, c'est le but. Donc on va travailler sur le but. Et le but, c'est tout est écrit, hein, c'est ce qu'elle veut ressentir, ce qu'elle veut vivre avec elle-même, avec les autres. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie? Et donc c'est ça qui va essayer de se construire dans l'échange avec le thérapeute. Je ne sais pas s'ils appellent ça thérapeute d'ailleurs. Et en fait, parler du but, c'est aussi indirectement parler du problème. Donc, pour eux, parler du problème, c'est parler sur les difficultés, sur le déficit. Et c'est vrai que, bah oui, quand on parle du problème, on parle plutôt de la difficulté qu'il y a à aborder le problème. Donc ça met le point sur le déficit. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord, pas d'accord, mais je comprends. Et parler du but met en évidence les compétences et les ressources. Et ça va donner... Et donc, pour moi, on va plus s'orienter vers le self, on va plus parler avec le self dans l'approche centrée solution, mais c'est ma perception, hein, ça, c'est pas eux qui le disent. On va plus parler au self, passer par le self, que passer par les parties. Et pourquoi pas? Et eux, ils parlent du futur préféré. C'est-à-dire qu'ils disent, prenez votre prénom, quel est ton futur préféré? Qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi-même? Et on va aller vers ça, on va construire ça. Et donc, l'interview est centrée sur le but. Voilà. Après, je vais vous parler des compétences psychosociales. Et là, c'est quelque chose qui, pour moi, est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le monde le plus habituel, c'est-à-dire Santé publique France en parle beaucoup de compétences psychosociales. C'est un programme dans les écoles, dans les formations professionnelles, dans la formation continue. Bref, c'est recommandé par l'administration publique. Et c'est très intéressant parce que là aussi, ça amène non seulement une dimension psychique, psychologique, mais une dimension aussi spirituelle, selon moi. Donc les compétences psychosociales, il y en a 3 pour eux, c'est les compétences sociales, les compétences émotionnelles et cognitives, et on va dire un tout petit mot là-dessus. Ça permet d'améliorer la relation à soi et aux autres. Facteur de santé, de réussite éducative et sociale, et pour l'OMS, santé mentale, sexuelle, ça agit sur les addictions, sur la santé globale, bref. Alors, les compétences cognitives, c'est la conscience de soi, la maîtrise de soi et apprendre à prendre des décisions constructives. Et ce qu'il y a de très intéressant, et que je ne crois pas que j'en ai parlé longuement là-dedans, c'est qu'en fait, on apprend à réfléchir par soi-même.
Et dans l'époque où nous vivons, où personne ne réfléchit par soi-même, mais on reçoit une information extérieure et on la prend pour soi. Il y avait quelqu'un que j'écoutais il y a une quinzaine d'années sur une radio et qui disait qu'en fait, l'humain a cette capacité à croire qu'il a une pensée alors qu'il a entendu des choses, qu'il a mouliné tout ça et qu'il les ressort comme venant de lui alors qu'elles ne viennent pas de lui. Et ça, c'était tout très très intéressant à écouter parce que je me suis un peu reconnu là-dedans à l'époque. Je me suis dit, oui, mais c'est vrai, ça je l'ai entendu à la télé, là je l'ai entendu là, mais en fait, je n'ai pas réfléchi, quoi. Je ne me suis pas posé, qu'est-ce que tu en penses, quoi. Donc, prendre des décisions constructives à partir de ce que je disais tout à l'heure, des données, où est-ce que je peux trouver les données, et depuis la partie la plus profonde de moi, comment est-ce que j'organise ces données, comment je les fais parler. Et là aussi, encore une fois, Aurélien Barraud est très intéressant, même s'il y a des mots qui pour moi sont incompréhensibles, mais je me suis laissé porter par le texte et je ne me suis pas trop occupé de ce que je ne comprenais pas. Les compétences émotionnelles, c'est avoir conscience de ses émotions, ça c'est quelque chose qui est très développé actuellement, savoir réguler les émotions, bon, ça c'est aussi quelque chose, il y a beaucoup d'approches qui s'occupent de ça, et gérer son stress, ben, ça va un petit peu avec. Et les compétences sociales, ben, c'est communiquer de façon constructive. Hein. Bon, ben là, il y a aussi plein de routes là-dessus actuellement, tout le monde en connaît de façon constructive. Oui. Développer les relations constructives aussi, donc faire ensemble. Et puis, un endroit pour résoudre les difficultés. Je pense que tous les gens qui travaillent dans des groupes, que ce soit les oasis aussi, ça, savent qu'il faut résoudre les problèmes à l'intérieur des relations et qu'il faut mettre pour ça en place un certain nombre de choses. Je voudrais vous parler de quelque chose qui vient plus de mes lectures et qui ne vient pas de moi, mais de plusieurs lectures, et où je me suis dit, ah ça c'est très intéressant, et ça je veux le tester. Donc c'est des choses que j'utilise beaucoup. C'est ce que j'appelle l'approche directe. C'est s'occuper cette fois-ci pour moi, c'est que d'identifier le soi profond en soi. Puisque cette partie existe, il faut que je repère quand elle est là. Et il y a des moyens de le repérer qu'on avait développé ici avec pas mal de gens pendant très longtemps, dont je vous ai rappelé ce que c'était, que les qualités de ce soi profond, hein, de cette approche directe, c'est de ça dont on va parler. Et la question qu'on peut se poser, c'est si on prend chacun des termes que je viens de dire, la compassion, etc., on pourrait se dire, c'est ce qu'on nous on fait en tout cas de temps en temps, on dit à deux ou à trois ou tous ensemble, c'est comment cette qualité vit en toi. Ça c'est l'IFS qui propose ça d'ailleurs, directement, c'est un outil piqué, mais voilà. Comment cette qualité vit en toi. Et donc ça veut dire qu'on va trouver des endroits où on a manifesté cette qualité, donc c'est qu'on est capable de le faire. Et du coup, ça va nous encourager, ça va nous mettre en contact avec, et du coup, on aura de plus en plus envie de manifester cette qualité, parce que manifester quelque chose du soi profond produit de la joie. Et donc, il y a une rentabilité, si je puis dire, même si ce terme est horrible dans ce contexte, il y a une espèce de joie qui va naître que ce soi profond puisse enfin exprimer notre vraie humanité. Alors que les parties, c'est pas tout à fait ça. Comment cette qualité vient en toi ? Moi, j'ai beaucoup fait aussi avec comment cette qualité, je la reconnais et je l'admire chez une personne que je rencontre, que je connais ou que je connais pas, que je connais par, je sais pas, tout le monde connaît Gandhi, bah, est-ce que la qualité de Gandhi me touche et se dire, bah, si ça me touche, c'est que ça vient en résonance avec le soi profond, donc c'est que j'ai quelque chose de cette nature à exprimer. Donc nous, on utilise beaucoup dans ce qu'on fait dans les séjours en quête du soi profond qu'on fait ici, c'est... comme j'ai dit les rêves tout à l'heure, mais c'est aussi quelles sont les personnes admirables que je connais et quelle est la qualité que cette personne ou que ces personnes ont, qui me touche, et comment je fais pour la mettre dans ma vie. Et puis il y a une autre question qui est plus globale, mais que je trouve aussi très intéressante et qui n'est pas de moi, celle-là, c'est quelle est la plus haute idée, vous mettez votre prénom, et vous essayez de vous dire quelle est la plus haute idée que je me fais de moi-même depuis le soi profond, depuis la méconscience, depuis ce qu'il y a de précieux en nous. Et méditez avec cette question. Et si vous méditez avec cette question, bien évidemment, le soi profond, il va répondre. Bien évidemment, il attend que ça. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être capricieux. Mais si on se pose cette question, tout le reste de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le fait qu'on a rencontré des personnes admirables, ça va revenir. Le fait qu'on a dit à quelqu'un en échange dans un séjour, dans un stage,
eh ben, écoute, cette qualité, à cet endroit, elle a vraiment vécu en moi. Et du coup, ça lui donne de la place, ça lui donne de l'ampleur, ça lui donne confiance. J'ai déjà été capable de vivre ça, au moins une fois. Ok, hier, je ne l'ai pas été, l'autre fois, je ne l'ai pas été, mais là, je l'ai été. Et donc, cette chose vit réellement en moi. Donc, si vous, l'approche la plus directe, c'est prendre un temps de méditation et écrire sur quelle est la plus haute idée que vous vous faites de vous-même. Encore une fois, dans le sens soit profond. Alors, comment est-ce qu'on fait dans cette pratique-là? Parce que ça, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je fais, hein, c'est pas tiré d'autres. C'est au moment où moi j'ai une décision à prendre, voilà ce que j'essaye de faire. Je ne réussis pas toujours, loin de là. J'essaie de rejoindre cette partie, que je pense la plus réelle de moi, dans un silence, dans une préparation, avant une décision. Et puis ensuite, à partir de cette partie, je me dis comment, à partir de cette partie, me comporter dans cette situation. Identifier comment se comporter dans cette situation à partir de cette partie, et non pas à partir d'un espèce d'automatisme. Ah, il se passe ça, je vais faire ça. C'est s'arrêter, faire silence, rejoindre cette partie en pensée et dire, à partir de cette-là, comment je peux l'incarner? Et agir en fonction, bien sûr. Et après, j'ai écrit regarder dans le rétroviseur. Ça veut dire que une fois qu'on a posé l'action, c'est regarder qu'est-ce que ça a fait. Parce que si ça a fait quelque chose de parfait, merveilleux, tant mieux pour vous, moi c'est rare. Si ça a fait quelque chose qui est pas mal, mais pas si bien que ça permet d'affiner. Et donc, le chemin, c'est pas vouloir réussir tout de suite, c'est dire, bon ben, voilà, j'essaye, et puis je regarde dans le rétroviseur, je regarde où ça a marché. Moi, par exemple, je me souviens très bien qu'il y a un certain nombre d'années, une fois que j'avais pris la décision, je la posais à n'importe quel moment. Quand j'allais voir les gens à n'importe quel moment, je disais, ben, c'était le moment que j'y allais, je disais, mais non, le moment n'était pas choisi. C'était pas dans le bon timing. La personne était occupée par autre chose. Donc il y avait une espèce d'élan un peu juvénile, j'en conviens, mais du coup une désadaptation. Et je m'en suis rendu compte en regardant dans le rétroviseur. Donc c'est pour ça que pour moi, regarder dans le rétroviseur, c'est extrêmement important. Alors les effets sont très intéressants parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus haute idée qu'on se fait de soi-même, c'est quelque chose que nous ne sommes pas encore, en principe. Puisqu'on dit, je ne suis pas comme ça dans mon quotidien, mais voilà vers quoi je veux aller. Or, à partir du moment où on se projette dans cette plus haute idée qu'on se fait de soi-même et qu'on agit, donc on annule le temps. Puisque normalement, il faudrait des tas de pas pour aller à cet endroit-là, puisqu'on n'y est pas. Et là, tout d'un coup, parce qu'on a convoqué cette partie de nous-mêmes, elle agit, et donc il n'y a plus de temps. On est ce qu'on voudrait être, dans l'instant. Vous comprenez ça? C'est magique. On voyage dans le temps. Et cette expérience produit, comme je l'ai écrit, une joie intime. Et ça rejoint ce que dit l'IFS, c'est le soi profond aux commandes de nos vies, au moins cet instant, au moins de plus en plus souvent. Et du coup, cette joie que ça produit nous donne envie de renouveler l'expérience. Ça va? Les rêves. Les rêves, c'est un face-à-face entre le conscient et l'inconscient. Ça, c'est absolument génial, quand même. Parce qu'on n'a pas besoin de s'allonger sur un divan en psychanalyse pendant des années, ce que j'ai fait. J'ai fait psychanalyse freudienne pendant un certain nombre d'années. Un peu long. Et alors ça va vous paraître peut-être curieux, mais ça parle d'une réalité qui précède la vie extérieure. Comme ça parle du conscient, du subconscient et de l'inconscient, ça nous met donc devant tout ce qui va être le moteur de nos comportements. Donc on pourrait presque dire, et c'est ce que dit Thobit Nathan, c'est plus vrai que ce que nous vivons quand nous sommes soi-disant éveillés dans la vie. Je comprends que ce ne soit pas très simple à comprendre. Mais posez-vous la question de, ce sont bien nos pensées qui préexistent à notre façon de nous comporter. Il faut bien que je dise, je vais faire une conférence pour que cette conférence existe. Eh bien, il y a à l'intérieur de nous, comme ça, des choses inconscientes qui, en fait, mobilisent nos pensées, mobilisent beaucoup de choses. Et que donc, le rêve, il met face à face le conscient et l'inconscient. Et il nous dit, avec grande liberté, non pas tu vas interpréter ton rêve, mais tu peux lire ton rêve. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça parle d'une réalité intérieure qui préexiste au comportement extérieur. Du coup, on a quand même des informations qui sont pleines d'amour et capitales pour nos vies, qui nous disent
avec beaucoup de tranquillité, d'amour et de vérité, quelquefois, bon, un peu forte, mais quelquefois, où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que nous pourrions faire? Où est-ce que nous avons à travailler? Et donc, ce n'est plus un gourou extérieur, ce n'est pas quelqu'un qui dit oh, tu devrais faire ça. C'est vous-même, c'est ce soi profond peut-être, hein, je pense que c'est le soi profond, les rêves viennent du soi profond, qui viennent dire à chacun de nous avec nos prénoms, voilà où tu en es, voilà où tu pourrais avancer, voilà aujourd'hui ce qui se passe, voilà, voilà. Il vient nous dire à sa façon, avec un côté très poétique et très artistique, l'endroit où on pourrait un peu faire un pas. Mais le rêve nous laisse libres, totalement libres, de lire le rêve et d'agir en fonction. Nous sommes totalement libres. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante, parce que nous sommes des êtres libres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la relation avec soi, dans la profondeur de soi, et on va bientôt arriver au terme. Je vous avais aussi parlé de la relation avec les autres, et de la relation avec la Terre et tout ce qu'elle porte, et je vais vous en dire juste un mot, il y aura une diapositive pour chacun. Et pourquoi est-ce que moi je pense que la première est capitale, même s'il faut toutes les conduire de front, c'est parce que c'est celle qui est à l'origine de tout. C'est celle qui va permettre toutes les autres. Et en particulier, il y a un philosophe bioéthicien qui s'appelle Michel Dupuy qui a dit, alors la phrase elle est un petit peu compliquée, mais je vais essayer de vous la... Les gens ne sont pas assez auprès d'eux-mêmes, c'est-à-dire en contact avec leur soi profond, de soi-même, il dit bien le soi, pour pouvoir se placer auprès des autres. C'est-à-dire que si vous reprenez tout ce qu'on a dit, à partir du soi profond, il y a de l'empathie, il y a de la compassion, il y a tout ça, donc forcément on est tourné vers l'autre. Si on écoute les parties, pour en venir à l'IFS, les parties elles disent « Non mais bonhomme, qu'est-ce que tu as comme kikini avec celui-là, il a une sale gueule, il n'est pas sympa, il t'a fait ci, il t'a fait ça ». Donc on voit bien que c'est ça dont il veut dire. Il veut dire la rencontre avec la profondeur de soi et ce que nous sommes en vérité va produire la fraternité. Et il fait toute une explication là-dessus qui est intéressante, si ça vous intéresse, ben, c'est en libre accès sur Internet. Et donc il prend coopération, mais quand il dit coopération, il parle aussi de fraternité, de lien avec l'autre, etc., etc. Passe par un premier rapport à soi, c'est ce qui est écrit fondateur d'un soi, c'est-à-dire fondateur d'un soi, du self aux commandes de nos vies, et riche de cette commande du soi profond, on peut être en contact avec les autres. La relation au monde et tout ce qu'il porte de vivant, ça s'appuie sur ce que je viens de dire, bien évidemment, jusque-là, mais pour moi, il y a une autre approche qui est liée à la phylogénèse, c'est qu'il y a des phrases qui m'ont arrêté, comme ça, de Hubert-Reeves, par exemple, qui dit « Nous sommes poussière d'étoiles ». Et quand on étudie la phylogénèse, ce n'est pas une phrase pour rire, c'est une vérité. C'est ce que nous sommes cellulairement, c'est ce que nous sommes intimement, c'est ce que nous sommes dans le plus fondamental de nos cellules et de ce qui compose nos cellules. Ce n'est pas une image, c'est une vérité. Et quand on est convaincu de cette vérité, on ne regarde pas le cosmos de la même façon. Le cosmos n'est pas extérieur, il est constructeur de notre être. Nos origines sont inscrites dans la phylogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que toutes les espèces qui nous ont précédés, elles ont toutes bossé pour que nous en soyons là. Le minéral, le végétal. Le minéral a donné la vie, c'est pas le végétal. Le minéral, on a dit monde inanimé, le monde animé. Maintenant, on ne dit plus ça. Le minéral a été constructeur des briques de la vie. Donc, nous sommes issus du minéral. Quand on regarde la Terre, si on a conscience, on ne peut pas la regarder de la même façon. Tous les progrès qui ont été faits par les cellules végétales, l'organisation du végétal, tous ces progrès sont inscrits en nous. Vous prenez n'importe quelle fonction humaine, toutes les étapes précédentes sont inscrites. Prenez la sexualité. Moi, bon, gynécologue obstétricien, je me suis intéressé un peu à la sexualité pour ça, puis parce que c'est intéressant, d'abord. Vous avez dans la sexualité, bien sûr, toutes les dimensions, végétale, animale, humaine. Végétale invente la reproduction, la sexualité, la reproduction, c'est un peu comme ça qu'on fait dans le principe. Quand on explore la façon dont fonctionne le corps, on retrouve tous ces cadeaux que toutes les étapes précédentes de la vie ont fait et nous ont donnés gratuitement. Et donc, si on a vraiment conscience de ça, on ne peut pas traiter le végétal comme on le traite. On ne peut pas traiter la terre comme on la traite. Parce que j'ai écrit ça. On ne crache pas sur sa mère. La terre est notre mère. Mais réellement. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une phrase, non, c'est une vérité.
sans l'animal, sans le végétal, il n'y a pas d'humain. Que retenir? Ben, si vraiment le soi profond est en commande de nos vies, la vie sera renouvelée et les guerres une pratique barbare révolue.